Eh bien, rebonjour. Je suis très heureux de vous présenter Bénédicte Trémolière, qui est assise à côté de moi. Alors, nous devions être trois, nous sommes deux, mais ça nous laissera donc du temps pour aller plus profondément encore dans le sujet qu'on va aborder avec Bénédicte. Pour vous dire un peu comment les choses se sont passées, donc les verbes qui composent la leçon je les avais établis un tout petit peu à l'avance quand même, au moment où le Collège de France m'a invité, que ça s'est confirmé. J'avais 1 an pour me préparer, donc pendant cette année, j'ai d'abord essayé de comprendre comment j'allais fonctionner, et puis quand l'idée d'aborder les verbes de l'écriture m'est venue, il a fallu déterminer quels étaient les verbes. Or, un des verbes qui m'est venu en premier, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est un verbe qu'on a souvent attribué au spectacle que j'essayais de faire, parfois sans que ça soit mon intention, mais bon, enfin bref, c'est un verbe qui est souvent revenu, c'était le verbe consoler. Je ne savais pas trop comment le penser, ce verbe-là, et comment j'allais l'aborder. Et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le cours, j'ai dû, pour un personnage qu'il faut que j'écrive, et que ce personnage est restaurateur d'œuvres anciennes, et qu'en plus ce personnage, il est dans le futur, c'est-à-dire en 2180. Il tombe sur une œuvre de notre époque qui est abîmée, qu'il va devoir restaurer. N'y connaissant rien à la restauration, j'ai commencé à m'informer, enfin n'y connaissant rien ou très peu. J'ai commencé à m'informer, à lire des livres et à regarder des documents et des documentaires, etc. Et parmi les différents documentaires que j'ai visionnés, je suis tombé sur un documentaire que, au fond, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à l'écouter parce qu'il est vraiment passionnant. C'est un documentaire qui était produit par le Louvre et qui retrace la restauration d'un tableau de Delacroix que tous ceux qui ont eu des billets de 100 francs un jour connaissent, qui est La liberté guidant le peuple. Le documentaire ne s'attache pas uniquement à ce tableau, mais il retrace toutes les étapes qui mènent à une restauration. Il y avait plusieurs personnes autour de la table qui prenaient la parole. C'est un documentaire qui dure à peu près 1h20. Et vers la fin, je découvre Bénédicte qui prend la parole pour parler de la restauration de ce tableau. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de la rencontrer. Je lui ai écrit, on s'est rencontrés et on a discuté. Alors je reviendrai plus tard sur ce dont on a parlé. Simplement vous dire donc que Bénédicte est restauratrice d'œuvres de peinture pour le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Elle travaille essentiellement pour les musées, donc ce n'est pas une restauratrice privée. Vous ne pouvez pas aller la voir avec votre tableau. Elle est en lien avec le Louvre, pas que le Louvre, mais en fait avec les musées qui vont l'approcher. C'est un détail important, elle vous expliquera pourquoi. Et elle a aussi, je ne sais pas si je peux dire une spécialité, ou en tout cas un amour particulier, on va dire, pour l'œuvre de Monet, dont elle a restauré beaucoup de tableaux. Donc, sans le savoir, vous connaissez Bénédicte, peut-être à travers des tableaux qu'elle a restaurés, et sachant que ça prend plusieurs mois. C'est un travail très long. Donc, voilà, on va aborder aujourd'hui cette question-là de la restauration, et évidemment, je n'ai pas besoin de faire de longs discours pour voir quel pont il y a entre restauration et consolation. Alors voilà, merci beaucoup Bénédicte d'être là. Je te laisse la parole pour peut-être aussi te présenter et dire ce que tu as envie de dire pour commencer. Merci Wajdi. Il faut que j'appuie sur un bouton. Voilà, approche le micro. Non, là tu l'as éteint. Donc là, je l'ai allumé. Donc merci, bonjour à tous. Vous m'entendez là ?
Oui. Ok, très bien. Je vais parler très près du micro alors. Donc oui, je suis restauratrice de peinture, spécialisée plus dans la couche picturale des peintures. C'est une précision parce que en France particulièrement, le métier est un peu séparé en deux, ceux qui s'occupent plus du support, de la structure de l'œuvre, et ceux qui s'occupent plus de l'image. Et donc moi, je m'occupe plus de l'image, même si cette image n'est pas plate, mais en 3 dimensions, donc elle a une structure elle-même. Mais voilà, c'est séparé comme ça, et je travaille en effet plus pour les musées que pour le privé. Je travaille depuis longtemps et de ce fait, la manière dont je vais vous parler du métier est une manière qui vient de mon expérience. Et je pense qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas dit les choses de cette manière-là. Mon métier est avant tout, pour moi, un métier manuel. Un métier manuel dans la mesure où, évidemment, si mes mains sont fatiguées, je ne peux plus travailler. Donc, contrairement à certains peintres qui vont peindre longtemps, comme Nicolas Poussin, en ayant une maladie de Parkinson, et qui vont peindre avec ce tremblement qui est tellement beau de la fin de sa vie, ou même Renoir, à qui on mettait les pinceaux dans ses mains tout abîmées par les rhumatismes. Nous, on est obligés, les restaurateurs, d'avoir des mains saines et des mains qui fonctionnent pour travailler. Et en plus, on appréhende le tableau, on le comprend avec nos yeux, mais aussi avec le toucher. Donc, on a une mémoire du toucher, et quand on voit un autre tableau, on a cette mémoire visuelle, mais aussi cette mémoire du toucher. Et puis, bien sûr, parce que c'est un métier de geste répétitif qu'il faut apprendre, qu'il faut élaborer, se faire sien, et qui deviennent complètement naturels au bout d'un moment, entre les yeux et la main. On ne réfléchit plus quand on travaille, ça vient directement. On réfléchit évidemment au préalable pour construire sa méthodologie, les produits, mais une fois qu'on a les produits dans les mains, qu'on a décidé de faire ce qu'il fallait faire au mieux pour soigner l'œuvre, et ben là, nos gestes prennent le dessus en quelque sorte, et c'est une sensation extrêmement agréable de se rendre compte que les choses se font avec tout un système de prudence et d'attention à l'œuvre, mais elles se font comme ça, comme je pense tout métier de la main, métier manuel, tous ceux qui font ça éprouvent cette sensation-là. Il y a un exemple que j'aime bien parler de ça parce qu'on travaille beaucoup avec les conservateurs dans les musées. Et une fois, donc je travaille beaucoup pour le musée d'Orsay, et il y avait un tableau de Van Gogh qui était sur une table, et on avait enlevé la toile de son châssis. Sur un tableau, c'est constitué d'une toile qui est tendue généralement sur un châssis, et on l'avait retirée pour les besoins de la restauration. Elle était donc à plat, complètement désacralisée, puisque dans une salle d'un atelier, et il y a une conservatrice qui est arrivée, qui a regardé l'œuvre, et je lui ai dit, mais touchez, sentez les empattements comme ils sont en relief, comme ils sont beaux. Et elle était incapable de toucher. Elle a fait ça comme si elle allait se brûler en touchant l'empattement. Et je me suis dit, nous, on a ce privilège incroyable de pouvoir toucher les œuvres et de les connaître de cette manière-là. Donc, c'est un métier donc manuel, et c'est un métier également artistique, ce qui n'est pas toujours mis en avant dans notre manière de présenter généralement le métier, où on se garde un peu d'être un artiste en se disant oui, mais les artistes, on est au service des artistes et on n'en est pas un. Mais je crois que il faut, quand on aborde une œuvre, on l'aborde avec toute notre connaissance pour technique. Donc on a lu des livres, on s'est renseigné, on est savant dans ce domaine de la technique. Mais si on se borne à juste à comprendre la technique avec des livres, sans passer par le faire, sans passer par l'expérience nous-mêmes d'un savoir artistique, on passe à côté des choses. On passe à côté de tout ce qui est indicible dans l'art, tout ce qui est tout
toute l'inconnu d'une œuvre d'art qui fait qu'un artiste, quand il est face à ses pots de peinture, il va tout d'un coup tremper son pinceau dans du bleu et pas dans du vert comme il le voulait, et finalement ça donne quelque chose et il réfléchit. Tout ce qui est aussi un petit peu de l'ordre de ce qui n'est pas montrable, on essaye de le comprendre, et on le comprend parce que nous-mêmes, enfin je suis persuadée maintenant qu'il faut avoir cette expérience pour être au plus juste de la compréhension de l'œuvre dans toute sa dimension d'indicible en un sens. Ça, je trouvais ça important. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée parce que je connais assez bien Claude Monet parce que j'ai fait une thèse sur les cathédrales de Monet et j'ai passé donc 6 ans à travailler sur Monet. Et donc j'ai essayé de justement expliquer que le restaurateur, par sa connaissance matérielle des œuvres, avait une connaissance différente en tous les cas, c'était un plus dans toute la hiérarchie, enfin la connaissance de l'œuvre qui appartient aux conservateurs, à tous les gens qui s'intéressent à l'œuvre. Nous, on a celle donc de particulière du restaurateur. Et il y a une phrase qui m'avait marquée, Debussy dit « La beauté d'une œuvre d'art restera toujours mystérieuse, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais exactement vérifier comment cela est fait. » Et en effet, on ne sait jamais comment cela est fait, mais nous, on tente de savoir comment cela est fait, une mission impossible. Voilà. Et puis, le troisième volet un peu de mon métier, c'est que c'est un métier du soin. Donc, on est toujours à se demander quel est l'état de l'œuvre et est-ce que cet état peut être amélioré, peut être transformé pour que l'œuvre reste le plus longtemps possible dans nos musées, en l'occurrence, et visible au public, à un public qui évolue et qui reçoit l'œuvre avec son goût, sa sensibilité. Et c'est vrai que récemment, j'ai entendu un reportage d'une de mes amies qui est restauratrice de sculpture. Elle disait quelque chose de très joli. Elle disait, avant même de voir l'œuvre en tant qu'œuvre, de son côté esthétique, si je l'aime, si je l'aime pas, le sujet iconographique, etc., je m'inquiète d'elle. Et elle a pris le mot « inquiéter », ce que j'aurais jamais pris moi-même, je crois. Donc je me suis dit qu'elle était une excellente restauratrice et que j'étais loin de son niveau. Parce que moi, quand je vois une œuvre, c'est vrai que je me demande plutôt, est-ce qu'elle a besoin de moi ? Est-ce que finalement, elle a besoin d'une restauration et donc je reste un petit peu à distance. Mais elle, j'avais l'impression qu'elle tapait un peu sur l'épaule de sa sculpture et qu'elle disait « Ah ben, comment vas-tu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Raconte-moi un peu ta vie. » Et dans son aspect, évidemment, de la maladie, en quelque sorte. Donc il y a un rapport, évidemment, entre le restaurateur et le médecin. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui commencent médecine et qui bifurquent vers la restauration, ce que j'ai fait, mais juste 1 an de médecine, un peu plus. Mais il y en a qui vont beaucoup plus loin encore et qui deviennent restaurateurs en ayant été loin dans les études de médecine. Et c'est vrai que nous, en tant que restaurateurs, on a une conscience très ténue de la finitude et du périssable. C'est vraiment, on est tout le temps à essayer de comprendre quand on a une œuvre entre les mains, donc dans un état précis, son état qu'on dit actuel, on essaye de comprendre toute l'histoire, tout ce qui lui est arrivé, et remonter le temps jusqu'à son état primitif ou originel. Et on sait qu'on n'arrivera jamais à même concevoir exactement comment était son état primitif, mais on tente de le faire pour essayer de comprendre comment le peintre, puisque je vous parlerai essentiellement de peinture, a travaillé son œuvre, tous ces petits tics de peinture aussi, toutes ces particularités qui appartiennent à la technique de son époque, et tout ce qui est arrivé à l'œuvre, tous les accidents, toutes les blessures, et le vieillissement à la fois
naturel des œuvres. Il y a par exemple des bleus qui disparaissent, des verts qui brunissent, des couleurs qui irrémédiablement changent, et tout ce qui lui est arrivé comme accident. Et nous, on essaye de reconstituer ça, on fait vraiment une enquête sur le faire et sur le transformer. Et on arrive donc à juger l'œuvre et à se dire, maintenant, je fais mon diagnostic et je vois qu'est-ce que je peux faire avec cette œuvre, comment je peux lui porter des soins et améliorer son état pour qu'elle puisse être visible, mieux vue par le public. Voilà. Est-ce que j'ai... Oui, par exemple, on a un peu des défauts, les restaurateurs. Quand on va dans une exposition, on voit tout ce qui va mal sur les tableaux. Et donc, on les juge non pas forcément sur leur thème, on ne se laisse pas bercer par le discours de l'exposition. On est là à se dire « Oh là là, mon Dieu, mais c'est pas possible de présenter une œuvre dans cet état-là. Le vernis est beaucoup trop jaune, il y a des repeints immondes qui gâchent tout. Et regardez comment on peut comparer ces deux œuvres. Il y en a une en parfait état et l'autre qui est abîmée. Mais ce bleu qui a disparu, toute l'harmonie générale du tableau n'est plus là. Comment le public qui ne voit pas ça peut comprendre ?» Et puis, généralement, c'est ma première réaction, et je l'ai eu particulièrement à l'exposition Ribera, puisque j'ai eu la chance de restaurer quelques Ribera qui n'étaient pas à l'exposition. Enfin, il y en avait un qui était, mais je ne dirai pas lequel. Et donc, j'ai eu la chance ma première réaction à cette exposition, c'était de voir ça et de me dire, mais comment on peut comprendre un peintre alors qu'il y a tellement de différences, et puis après, je me calme, je retourne voir l'expo, je lis des choses autour, et puis j'essaye d'apprécier les choses différemment. Mais c'est vrai que c'est un handicap, en fait. Je pense que c'est le même handicap quand on est musicien et qu'on a l'oreille absolue, ou enfin bon, je me vante un peu là, j'ai pas l'œil absolu, et qu'on supporte pas des choses qui sont faites, et on a cette réaction, alors que le public beaucoup plus innocent perçoit ça et a du bonheur simple à écouter ou à regarder les œuvres. Voilà. J'aimerais te poser une question là-dessus, justement sur ce que tu viens de dire à la fin. Est-ce que il y a, j'imagine, des écoles différentes, des cultures différentes dans la restauration entre les Français, les Anglais, mais pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas une œuvre vieillir et sans intervenir, et justement que les couleurs pâlissent, etc. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans le fait de ramener l'œuvre à le plus possible, en tout cas à la manière avec laquelle l'artiste l'a peint, et comment est-ce qu'on défend ça, entre guillemets, à quelqu'un qui dit « mais je ne comprends pas pourquoi vous ne la laissez pas tranquille et pourquoi est-ce qu'il faut… » Voilà. Et parce que j'imagine aussi qu'il y a des écoles de restauration qui, eux, voudraient même enlever les traces de restauration passée, effacer tout ce qui est possiblement effaçable pour ramener l'œuvre à son point de départ. Quelles sont les nuances, en fait, entre les écoles, et surtout quoi dire à quelqu'un qui défendrait cette position qui serait un peu étrange, mais mettons, quelqu'un qui dit voilà, pourquoi vous la laissez pas tranquille? Moi, je me pose souvent cette question. Et souvent, je me dis, mais après tout, à quoi je sers, et est-ce qu'il faut vraiment restaurer les œuvres? Et puis, je repars avec mon matériel et j'y vais, quoi. Et je me dis, non, il faut le faire. Il faut le faire, et il faut le faire parce que les œuvres sont là. Il y en a énormément qui ont disparu, puisque moi je m'intéresse même dans les œuvres contemporaines, et elles sont là, elles sont porteuses de quelque chose. On ne sait pas toujours quoi, on le devine progressivement, on s'habitue à elles, on les comprend, et voilà, maintenant c'est mon rôle. Mais c'est vrai que je me pose tout le temps la question, je me dis, mais est-ce que mon rôle, ça ne serait pas autre chose? Et puis je me dis, il y a eu au départ la volonté de quelqu'un, que ce soit un grand artiste ou un petit artiste, que ce soit quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, on s'en fiche. On ne sait pas qui est-ce pour la plupart du temps, sauf pour les grands. Et j'ai la chance de travailler parfois avec des grands, donc je peux comparer. Mais
finalement, qu'ils soient grands ou petits, on les reçoit de la même façon. Et on se dit, il y a eu quelqu'un un jour qui a voulu représenter, exprimer, dire quelque chose à travers un langage qui n'est pas le langage des mots, mais le langage de la peinture, de la sculpture, et qui, ce prolongement de lui-même, en quelque sorte, notre société doit le respecter, en quelque sorte. Et il a encore son mot à dire, et pour qu'il ait son mot à dire, il faut qu'il soit présentable. Alors après, il y a moult manières de le présenter. Il y a en effet différentes écoles, selon les moments. Entre le moment où j'ai travaillé et maintenant, rien qu'au musée du Louvre, il y a une politique de restauration qui a beaucoup évolué. On retire souvent, par rapport à ce que tu disais, on retire souvent les choses qui ont été posées par d'autres restaurateurs. Donc on dérestaure les tableaux pour essayer de retrouver justement l'œuvre dans une certaine... Oui, se rapprocher quand même de l'état dans lequel, ou du moins une dynamique dans laquelle est l'œuvre, qui est, je vous montrerai des exemples, qui est quand même cachée par ces restaurations qui elles-mêmes ont vieilli. Et puis, on peut intervenir un peu plus loin, un peu moins loin, ça dépend. Je peux peut-être vous montrer des exemples maintenant. Oui. Juste une question avant. Comme tu travailles au Louvre, c'est quoi les étapes pour en arriver à restaurer un... Je dis au Louvre, ou bien au musée d'Orsay. Comment, j'imagine que c'est pas toi qui rentre au musée d'Orsay en disant mais enfin c'est quoi ce tableau, restaurons-le tout de suite. Et j'aimerais bien, mais ça marche pas. tu veux pas le décrocher et l'amener. Enfin, ça se passe pas comme ça. C'est quoi les étapes? Non, c'est très très hiérarchisé, d'autant plus qu'on est des indépendants en France. C'est très, enfin bon, je rentrerai pas dans ce petit détail du métier. C'est pas du tout l'objet d'aujourd'hui, mais on est quand même malgré tout un peu des extérieurs qui venons travailler très régulièrement. Maintenant, le musée d'Orsay, j'y travaille depuis très longtemps et je connais bien la collection, mais on est très encadré, et c'est ça l'intérêt aussi de travailler dans les musées. Moi, c'est ça vers quoi c'est pour ça que je travaille dans les musées, c'est que j'aime ce travail très collectif. Donc, il y a le conservateur responsable de l'œuvre, il y a les régisseurs qui sont là aussi pour organiser un peu les déplacements des œuvres, les lieux dans lesquels on va travailler, le timing aussi, le planning, les fameux plannings, c'est toujours hyper important partout et particulièrement dans les musées. Et puis, il y a plusieurs restaurateurs. Il y a ceux qui font des constats d'état, qui vont vérifier dans les salles l'état des tableaux et qui disent « Oh, attention, celui-là, il faut peut-être une petite intervention dessus. » Et puis, il y a les restaurateurs qui reçoivent l'œuvre, qui l'étudient. Donc, il y a eu l'étude préalable de ceux qui font les constats. Nous, on refait un constat, on discute, on est plusieurs, on est en équipe. Et après, on décide en fait d'intervenir. Et il y a différents stades d'intervention. Il peut y avoir... Hier, j'étais au musée d'Orsay, il y avait un tableau, il y avait quasiment rien à faire dessus. Il y a 3 heures à passer dessus parce il a des petites lacunes sur les bords, des petites choses qu'il faut vérifier, voir si la peinture se soulève pas. Donc et là, en l'occurrence, c'est drôle parce que je ne l'ai vu que à plat sur la table. Je ne l'ai même pas mis sur un chevalet. Et ce matin, je me suis réveillée. Je ne sais pas de quoi j'avais rêvé cette nuit, et je me suis dit, oh, au fait, je ne l'ai même pas vu redresser ce tableau. Donc j'ai le souvenir du tableau que dans ses empattements, dans ses déformations, dans ses accidents. J'ai juste le souvenir de 2 yeux, parce que ça représente une maternité avec un enfant qui est... J'ai eu la mauvaise pensée de dire qu'il était assez laid, comme beaucoup d'ailleurs enfants qui représentent dans les maternités, je ne sais pas pourquoi. Et donc il a ces 2 gros yeux bleus qui regardent comme ça le spectateur, alors que la mère est un peu penchée. Mais j'ai même pas redressé le tableau puisque j'y retourne demain pour le finir. Et j'ai passé que quelques heures. Puis après, il va partir en expo. Et puis par contre, il y a des tableaux beaucoup plus longs, comme on a fait avec une de mes amies, avec qui j'ai fait aussi La Liberté guidant le peuple, un tableau de Degas, La famille Bellelli, qui est un tableau absolument magistral de Degas qu'il a peint très jeune, et où il y a tout Degas dedans, et toutes ces incompréhensions. C'est un peintre très difficile à comprendre dans sa
matérialité et qui est passionnant. Et là, on a mis plusieurs mois et il y avait toujours les historiens d'art, les conservateurs qui venaient. Il y avait eu énormément de discussions pour la moindre décision à prendre sur ce tableau que nous, on exécute, mais on est toujours en discussion avec les autres. Enfin, c'est vraiment un travail collectif et c'est ça qui est intéressant. On s'apporte beaucoup dans nos discussions. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous montrer? J'ai apporté quelques images, hein, mais juste les images de... Alors, il faut simplement... Je crois qu'il m'a dit de faire ça. Voilà, j'ai trouvé. Donc, cette cathédrale de Monet qui est un peu austère, c'est pas la plus colorée. Donc, Monet a peint ces cathédrales en 1892-93, les a exposées en 94, et on en compte actuellement 30 réparties dans le monde entier. Et là, c'est la cathédrale vue de face qui est au musée d'Orsay et on a, c'est la seule vue de face en fait qu'il est faite d'un endroit très précis en face de la cathédrale. Et un jour, sans doute de gris, où il y a cette lumière un peu froide. On n'arrive pas vraiment à situer à quelle heure, si c'est le matin ou dans la journée. Lui devait le savoir, mais il l'a pas noté sur son titre. Il a juste mis portail vue de face. Et cette cathédrale a été achetée par le musée du Luxembourg en 1907 et est restée donc dans les collections jusqu'à maintenant. Il est passé au musée du Louvre et puis après au musée d'Orsay. Et arrivé au musée du Luxembourg, il a été verni. Monet ne vernissait pas ses toiles, surtout à cette époque-là, et les cathédrales qu'il a peintes n'ont pas été vernies par lui. Si elles ont été vernies, ça a été après, sans doute pour les protéger, sans doute par goût, sans doute pour leur donner un peu de brillant. Je ne sais pas, mais là, il y avait un vernis très épais, une résine naturelle, qui recouvrait le tableau. Et le tableau a été entretenu, mais c'est un tableau très solide, en très bon état. Donc, on a laissé ce vernis devenir de plus en plus jaune, assombrir de plus en plus le tableau, et le public, les conservateurs se sont habitués à cette harmonie qui devenait de plus en plus brune, de plus en plus foncée. Arrivé en 1947 au musée du Jeu de Paume, là où la collection impressionniste a été mise à ce moment-là, donc elle a été accrochée et on l'a mise à côté des autres cathédrales qui étaient dans une collection Camondo, qui était à un autre endroit du musée du Louvre. Donc elle a été rassemblée à côté des autres cathédrales, mais on n'a pas non plus pensé à enlever le vernis. On s'est dit, je ne sais pas quelle pensée ils ont eu à cette époque-là, mais ils n'ont pas cherché à enlever ce vernis, alors qu'elle contrastait forcément avec les autres cathédrales qui, elles, étaient non vernies, donc avec des couleurs beaucoup plus claires. Et à ce moment-là, les conservateurs ont eu l'idée, un peu, qui nous paraît maintenant un peu étrange, de rajouter un titre au titre déjà donné par Monet, et ils ont mis le mot harmonie. Et Monet jamais n'utilise ce mot harmonie dans ses titres. Il a des titres extrêmement simples, et c'est pas comme Whistler qui lui utilise le mot harmonie, mais Monet l'utilise pas, et ils ont mis harmonie bleue, harmonie dorée, je sais plus exactement pour les autres cathédrales, et elle, on l'a appelée harmonie brune. Et on l'a appelée harmonie brune, à mon sens, parce que le vernis était tellement jaune que ça donnait cet aspect brun à l'œuvre. Et dans les catalogues d'exposition, ayant le titre harmonie brune, les reproductions étaient encore plus brunes, étaient vraiment marron. Et ce terme marron n'est jamais utilisé en peinture. C'est vraiment un outrage de parler des bruns, de dire marron. Et donc, on l'appelait harmonie brune. Et moi, j'ai bataillé auprès du conservateur, M. Cocheval, à cette époque, qui était au directeur du musée d'Orsay, pour lui dire, mais vraiment, il faut enlever ce vernis, il faut l'enlever parce que c'est une trahison, et c'est une trahison pour l'œuvre elle-même, et c'est une trahison pour l'ensemble des cathédrales que vous positionnez maintenant toujours l'une à côté de l'autre. Et il a fini par être convaincu, et donc j'ai eu le privilège de retirer ce vernis, et vous voyez la différence énorme qu'il existe. Et Monet n'utilisait jamais de brun à cette époque. Il utilisait, pour faire des couleurs qui ressemblent à du brun, un mélange tout simple de rouge vermillon et de bleu outre-mer. Pour cette œuvre, en tout cas, il
il a utilisé ces couleurs-là, et qui donne en effet des aspects peut-être un petit peu bruns dans certaines ombres, mais évidemment, je vous montre juste des petits détails absolument merveilleux de ces touches, et nous, pour vous montrer que nous, on est tout le temps à regarder les œuvres aussi près. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ces superpositions, ces juxtapositions, ces couleurs qui sont soit pures, soit mélangées sur la palette, où il y a parfois des poils de pinceau qui sont coincés dans la matière. On voit tout ça, on voit, là vous voyez, on voit aussi les craquelures, là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur un empattement blanc, du blanc de plomb, il y a cette craquelure. Et c'est ça un peu le bonheur de notre métier, c'est d'être vraiment tout près de l'œuvre. Donc ça, c'est le premier exemple. Je voulais aussi vous montrer le tableau que j'ai restauré au Louvre. Juste une question, Bénédicte, parce que qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu savais que ça allait être cette couleur-là avant d'enlever le vernis? Parce que évidemment, tu n'avais jamais vu une photo du tableau original, oui. C'est-à-dire quand tu es face au vernis et tu commences à enlever le vernis, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu découvres au fond lorsque le vernis commence à sauter? Il y a tout un protocole déjà de test pour voir si le vernis est facile à enlever, c'est possible de l'enlever, de voir si la peinture résiste aux méthodes que l'on utilise, etc. Donc là, je passe toutes ces choses très, très méthodiques par lesquelles que l'on doit faire avant de commencer une restauration. Donc on fait des ouvertures, ce qu'on appelle ouvertures ou fenêtres d'ouverture, et on voit déjà, on a déjà une idée, mais on n'a jamais l'idée globale. C'est toujours une découverte quand on travaille. Et c'est pour ça qu'il faut être tout le temps dans la prudence. C'est vraiment un métier où on doit tout le temps douter, être prudent et en même temps d'avoir un geste sûr. Il y a à la fois ce côté attentif, parce qu'on est toujours surpris. Il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et donc, il faut arriver à travailler très progressivement dans la prudence, dans le doute et en même temps dans le geste sûr. Parce que sinon, on fait des bêtises. Donc, il y a un peu ce paradoxe-là du travail. Mais est-ce que tu savais avant même de faire les ouvertures et les tests, est-ce que tu savais que c'était cette espèce de noir et blanc? Pas autant, pas à ce point. Alors, bon, parce que cette cathédrale est unique et que même si je pouvais la comparer avec d'autres dans des temps aussi un peu gris, puisqu'il en a fait d'autres par temps gris, c'est pas les mêmes. À chaque fois, pour chaque cathédrale, il va utiliser un autre processus, une autre manière d'associer les couleurs. Et c'est ça le génie de Monet. Mais ça, si vous m'embarquez sur Monet, je n'en finis pas. Donc je vais rester extrêmement prudente parce que sinon, on en a jusqu'à 3h de l'après-midi. Donc bon, je me calme. Donc non, Monet, bon, oui, voilà. Ok, très bien. Bon, continuons sur Watteau. Donc Watteau, c'est un autre personnage que je connais beaucoup moins bien. Et c'est d'ailleurs étonnant de voir en fin de carrière comme ça, quand on a l'habitude quand on a été loin avec un peintre et d'aller dans un autre siècle. Je travaille de plus en plus sur le 19e, donc j'ai un peu moins l'habitude maintenant de travailler sur le 18e, et avec un peintre auquel on n'a pas cette intimité comme je peux l'avoir avec Monet et que je commence un peu à l'avoir avec Delacroix, j'ose le dire. Je suis toujours très intimidée par Delacroix, mais Watteau m'était un peu inconnu puisque j'avais jamais travaillé encore sur un Watteau. Et Guillaume Farou m'a beaucoup soutenu, donc le conservateur de l'œuvre, pour travailler sur cette œuvre. Et en revanche, c'est un tableau que je connais depuis évidemment. Quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à l'enfance pour visiter les musées, mais quand j'ai commencé à visiter le musée du Louvre, c'est évidemment un tableau c'est un tableau en tous les cas qui m'a toujours fascinée par cette proximité et cette intemporalité du personnage, qui fait que, sans doute parce qu'il est comédien aussi, et donc il passe les siècles, et il y a un effet miroir avec ce tableau, un effet étonnant où on se projette
projette, on a tout de suite envie de dialoguer avec lui. Il y a une sorte de proximité qui s'établit. Et quand je le restaurais, il y a plusieurs personnes dans les ateliers de restauration du C2RMF. Il y a beaucoup de monde qui passe et des gens totalement différents. Ça peut être des gardiens, ça peut être des gens qui font le ménage, ça peut être des conservateurs, ça peut être des étudiants. Et souvent, ils s'arrêtaient devant le tableau qui était donc sans cadre, très bas, sur un chevalet, mais bas. Et donc, vraiment, on avait le visage presque à la hauteur des yeux. Et chacun racontait sa propre histoire, en quelque sorte. C'était très drôle. On aurait pu faire un film là-dessus, une interview. Et je voyais les gens qui disaient des choses qui leur étaient très personnelles. Donc c'est vraiment un tableau particulier, ce tableau. Il parlait vraiment à voix haute? Il s'adressait... Oui, on échangeait, on discutait. Enfin, il parlait. Toi, pas au tableau. Ah non, quand même pas. Non, ça n'a pas été jusque-là. Peut-être quand j'étais pas là. Tu sais pas, oui. Mais ils n'osaient pas quand j'étais là. Et du coup, voilà, c'est un tableau vraiment assez incroyable. Et c'est un tableau donc qui a été peint au début du XVIIIe siècle par Watteau. De toute façon, il n'a pas eu une vie très longue, mais pendant plus d'un siècle, on ne sait pas ce qu'il est devenu, ce tableau. On n'a rien sur ce tableau pendant plus d'un siècle. Et il y a même des gens qui doutent que ça soit Watteau. Et puis finalement, il y a tellement d'éléments qui font que ça doit être Watteau, on se dit que c'est Watteau. Mais ce tableau était d'une dimension beaucoup plus grande. Et au XIXe siècle, il a été rentoilé et les bords ont été cachés en partie sur les côtés, en haut, en bas, et repliés sur le châssis. Et la restauration faite pour l'exposition a déplié les bords latéraux qui étaient en bon état, et on s'est dit, on ne sait pas les dimensions d'origine, on ne le saura peut-être jamais, mais comme là, il y a de la bonne matière, de la bonne peinture de Watteau, on va les montrer. Et on va montrer l'œuvre dans une autre dimension, dans un autre effet. Et mine de rien, je ne sais pas si vous le sentez déjà, rien qu'à l'image, le fait d'avoir déplié les bords latéraux et pas déplié les bords du haut et du bas qui étaient trop abîmés et qu'on a laissé donc cachés et repliés sur le châssis, donne une autre dimension à l'œuvre. On est moins peut-être dans une proximité directe avec le tableau, mais il s'installe dans un paysage et il est positionné un peu différemment. Et je m'interroge toujours pour savoir le public, est-ce qu'il le voit ou est-ce qu'il ne le voit pas. Et on a retiré des repeints et un vernis qui était jaune et qui masquait toute cette fraîcheur de la peinture très 18e. Et c'est vrai que Guillaume Farou voulait redonner à ce tableau cet aspect 18e qu'il avait un peu perdu par la lourdeur de certaines restaurations. Et là, je vous montre juste ici le tableau après l'étape de retrait des vernis et des repeints qui cachaient beaucoup d'usure dans le ciel, et le ciel est extrêmement abîmé par rapport aux autres parties du tableau. Et toute la restauration a été de trouver un équilibre entre les parties plutôt en bon état et ce ciel qui était très abîmé. Et il était très abîmé parce que Watteau a peint sur des couches, il a retravaillé son œuvre, donc il y a des couches sous-jacentes qui remontent à la surface par un phénomène de transparence, et en plus il a utilisé un bleu indigo qui se décolore à la lumière. Et donc le bleu d'origine n'est plus le même et ne pourra jamais être le même. Donc le ciel est décoloré. Et on voit, si vous voyez sur l'angle, là, ici, vous voyez une bande un peu plus foncée, c'est la partie qui a été cachée par le cadre et qui s'est moins décolorée. Donc on l'a laissé, pour justement les choix de restauration, on l'a laissé visible, sans le cacher, mais on n'a pas cherché non plus à donner au ciel le bleu qu'il aurait pu avoir alors qu'on en avait un exemple. Ça aurait pu être une solution extrême. On a juste essayé de trouver un équilibre. C'est-à-dire que tu aurais pu recouvrir le ciel d'un bleu qui se rapproche de la bordure. Ça ne nous est même pas venu à l'idée, okay. Mais on peut se poser la question, on peut se dire, mais au fait, à partir du moment où on a ce bleu d'origine, pourquoi ne pas le recouvrir? Alors, et pourquoi? Parce que on aurait fait quelque chose il faut accepter le vieillissement de l'œuvre.
Il faut accepter les usures, il faut accepter de voir l'œuvre dans son état actuel, tout en essayant de le rendre présentable, en quelque sorte. Et il ne faut pas cacher les misères, sinon on le recouvre complètement et on en fait un faux. Il faut que dans ces accidents, il y ait quelque chose de vivant, qu'il y ait quelque chose de réel, et qui montre que le tableau n'est pas quelque chose de morne, et ça, il évolue. Il faut accepter qu'il évolue, et il faut qu'il accepte, en un sens, qu'il dépérisse. Enfin, c'est aussi une manière de le rendre vivant en acceptant ses défauts. Il y a un petit peu de ça, en tout cas, dans ce que je vois, moi, de la restauration. Donc, j'ai essayé, autant que faire se peut, d'à la fois masquer les lacunes, les usures les plus visibles, et à la fois de rendre vivant ce ciel et de l'accorder à peu près aux autres parties du tableau qui ont quand même leur degré d'usure, mais pour arriver à ce que ça vibre, qu'il y ait quelque chose, et qu'il y ait quelque chose. Je me suis dit, quand je termine un tableau, je me dis, je me laisse une marge de manœuvre. Je ne suis pas forcément satisfaite, mais je me dis, il y a une marge de manœuvre, il ne faut pas que j'aille trop loin. Il faut savoir s'arrêter à temps quand on fait un tableau, parce qu'après, on bascule dans une autre chose et il faut encore aller plus loin. Et je fais juste une petite aparté de Monet, je ne peux pas m'en empêcher. Et Monet disait que lui, il savait finir, et que le fini dans un tableau était hyper important. Quand finir un tableau? Et je pense qu'il essaie toujours... j'ai l'impression qu'il y a plein d'œuvres de chez lui où il y a des imperfections sur lesquelles on se dit, mais il aurait pu revenir là-dessus. Et entre autres, dans l'étude des cathédrales, il y a des tableaux où on se dit, mais il est resté là. Et il est resté là parce que je pense que la dynamique qu'il voulait au départ est présente, au détriment d'un aspect plus fini. Et donc, nous... Je ne dis pas qu'il faut, on est minutieux, on essaye de faire ça le plus beau, mais il faut garder, le principal, c'est de garder cette dynamique du tableau, cette chose qui lui appartient et qui ne nous appartient pas parce que ça serait justement impeccable et bien fini. Donc ça, pour moi, c'est important de le faire. Et puis, il y avait une chose importante aussi, c'est qu'il fallait qu'à l'intérieur de la collection, ce tableau s'accorde avec un tableau donc magnifique, l'embarquement pour Cythère, qui a été restauré il n'y a pas si longtemps que ça, et qui présentait un degré d'usure qui lui appartenait, qui est cohérent, qui est harmonieux, parce que tout l'ensemble a vieilli un peu de la même façon, et ça a été restauré en respectant ça. Et donc, moi, j'avais aussi le deal de devoir accorder ça au tableau présent et que ça fasse que ça se réponde bien pour le public. Qu'il n'y en ait pas un très restauré et que l'autre, tout d'un coup, paraisse moins. Il faut que le public s'habitue à voir les tableaux dans leur degré d'usure. Et il faut savoir que ce n'est pas l'état d'origine. Après restauration, on n'est pas dans son état primitif. J'ai une question un peu connexe, mais... Ouais. Comment est-ce que tu te sens dans le fait que, probablement, j'imagine c'est tout à fait normal, mais dans le fait que ça ne soit jamais indiqué nulle part que c'est le nom du restaurateur? Je me sens très bien. Oui. Ça me gênerait beaucoup d'avoir ça. Je sais que ça peut être revendiqué par certains restaurateurs, donc ça vraiment je parle pour moi. Je trouve ça extrêmement agréable en fait. Oui. C'est parce qu'on n'a pas ce poids, et ça nous oblige à rester discret, et voilà, c'est dans des dossiers, c'est dans des fiches, tout le monde, si on veut le savoir, ça se saura, je me cache pas, mais ça m'appartient pas, quoi. Je suis, voilà, et je sais que si un autre avait fait le travail, ça aurait pu être mieux. Mais quand on travaille pour les musées, on est à peu près tous équivalents. Hein. On a la chance de travailler pour l'un ou pour l'autre. Mais moi, quand je finis un tableau, je me dis, je suis contente quand je me dis, j'ai été au bout de mes limites. C'est-à-dire que je me suis donnée à fond, j'ai été honnête avec le travail, j'y suis allée avec mon matériel, j'ai passé des heures en plus de ce que je devais passer par rapport à mon devis. Donc j'ai vraiment eu un sentiment d'être honnête avec ça, et d'être allée au bout de ma sensibilité et de mon savoir-faire.
Après, peut-être que d'autres auraient mieux fait, mais on m'a confié ce travail, je le fais. Mais j'ai pas envie d'avoir mon nom. Non, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu as raté déjà des restaurations? Oui. J'en ai sans doute. Et parfois, je me suis justement pas dit ça. Je me suis dit, ah, j'aurais pu être plus concentrée, plus attentive. J'ai raté quelque chose, mais bon, je suis quelqu'un d'assez positif, donc voilà, je dénie peut-être, je fais peut-être des oublis. Tous les matins, je me fais pas mea culpa. Mais bon, voilà. On peut passer au dernier ? Bien sûr. Ah non, je vous montre juste des photos de près donc, de cette matière qui justement est extrêmement virtuose, de détail là aussi de la technique de Watteau, et où on voit toute cette usure, où on voit toutes ces couleurs. C'est sûr qu'au départ, c'était plus riche, mais ça a une beauté incroyable dans cet état-là. Je vous montre l'œil parce que celui-là, il est quand même magnifique. Et on voit les petits, à côté de l'œil, là, on voit ces espèces de petits zigouigouis là, de peinture très rapidement faites pour marquer l'ombre. Et cette présence de cet œil avec juste ce jaune de Naples qui est posé là, tout simple, et qui montre finalement, je vais revenir à des crottes d'œil de l'âne. L'âne, finalement, quand vous voyez un âne, il a toujours son œil qui coule et c'est un peu ragoûtant. Enfin, pas ragoûtant, justement, c'est un peu dégoûtant. Et lui, Watteau, il en a fait une magnifique touche jaune. C'est incroyable. Et puis là, ce face-à-face que j'ai eu pendant longtemps, et là, c'est vraiment le privilège du restaurateur de passer des heures et des heures et des heures devant les tableaux, plus que le peintre lui-même, donc on est très fiers de ça. Et ce regard incroyable de ce personnage qui est un peu gauche et en même temps qui surplombe le monde et qui est en dehors des petites mesquineries qui se passent en dessous de lui, qui est un peu un peu gros, un peu pas forcément très beau, mais en même temps qui porte toute quelque chose de tellement émouvant. Et là, c'est justement les petits comédiens qui sont là aussi magnifiques, chacun avec leur caractère. Et voilà, et je passe à la liberté. C'est tout autre chose, un tout autre domaine. Et je l'ai fait un peu dans les mêmes moments. Et j'avais dit au conservateur, qui était très gentil, je leur avais dit, non, je fais d'abord la liberté et je reviens. J'avais commencé un peu par Watteau, après j'ai fait la liberté et j'ai repris Watteau. Mais c'était difficile de passer de l'un à l'autre. C'est tellement deux univers totalement différents. Donc juste pour vous dire que justement, ce tableau de la liberté guidant le peuple, c'est un peu comme la cathédrale de Monet. C'était un vernis qui sauf qu'il avait été restauré dans les années 1950, après la guerre. On lui avait déjà enlevé un petit vernis, mais on lui avait laissé une partie du vernis. C'était pas fait avec les soins peut-être qu'on a aujourd'hui. Et progressivement, ce vernis, le tableau a été reverni, et puis le vernis est devenu jaune. Mais en même temps, ça correspondait à ce qu'on voulait voir et connaître du romantisme, et Delacroix, c'était le romantisme. Et donc l'idée qu'un tableau de Delacroix était jaune, ça correspondait à l'idée qu'on avait de cette période dans les années 50. Et donc à un moment, les spécialistes de Delacroix se sont un peu réveillés et se sont dit, mais non, c'est pas possible, tous ces tableaux dans la grande galerie, enfin dans les salons rouges qui sont tellement jaunes, alors que Delacroix ne cesse de parler de couleurs, comment on peut les présenter de cette façon-là au public? Et il faut intervenir et sachant aussi combien de peintres au 19e ont pris comme référence Delacroix pour travailler sur la couleur et vivre leur connaissance de la couleur à partir des œuvres de Delacroix. Et il y a eu cette exposition Delacroix menée par Sébastien Allard et Côme Fabre. Et à ce moment-là, comme ils sont conservateurs au musée du Louvre, ils ont décidé d'entamer ces grandes restaurations des tableaux de Delacroix. Ils ont commencé par les massacres de Sceaux, donc c'est pas moi qui les ai faits.
Ensuite, on a fait, si mes souvenirs sont bons, les femmes d'Alger. Ça, un incroyable tableau, un tableau, c'est un livre ouvert sur la technique de la peinture. C'est une leçon de couleur, c'est une leçon de peinture, vraiment. C'est celui qui est positionné en face de... Oui, et où il y a les femmes d'Alger, oui, c'est ça. Okay. Où il y a des harmonies incroyables. Et tout le journal de Delacroix, tout ce qu'il dit sur la couleur, on regarde les femmes d'Alger et restauré, heureusement, et par mes soins. Quelle chance. J'arrivais à comprendre ce texte de Delacroix parce que, enfin, le tableau était libéré, en quelque sorte, de ce vernis. Et ensuite, Laurence Mugnot et moi, on est intervenus sur la liberté guidant le peuple, et ça a été une aventure incroyable, parce que Delacroix, c'est un génie de la peinture. Et, ça a duré combien de temps ? Ça a duré... on a commencé en octobre, quasiment le 7 octobre, et on a commencé par les soldats morts au premier plan, donc c'était assez émouvant. Excuse-moi, je ne peux pas en parler sans être émue. Et après, on est monté, on a travaillé dans le ciel, et on a travaillé jusqu'en avril, jusqu'au 1er mai à peu près. Enfin, voilà. Ce que je voulais vous dire sur ce tableau, simplement, c'est pour comparer, pour dire que le restaurateur est celui qui comprend ou qui cherche à comprendre au mieux le langage de la peinture, le restaurateur de peinture. Et là, j'ai trouvé que, en ayant justement fait les femmes d'Alger avant, où il y avait toutes ces harmonies colorées, où il y avait toujours des couleurs qui se répondaient, qui chatoyaient, qui donnaient toute l'harmonie douce de ce tableau, dans la liberté. Delacroix a utilisé simplement les couleurs primaires. Il a utilisé le jaune, le rouge et le bleu. Il n'a pas utilisé de vert. Il a utilisé ces trois couleurs sur des fonds gris, bruns, mais ces trois couleurs. Et il les a réparties partout, comme un musicien. C'est vraiment un travail de musicien. Et dans les moindres interstices, il les a positionnés comme des petites touches, des rappels, qui font que ça devient un tableau... acide, cru, enfin, pour que ça corresponde à ce qu'il voulait dire de ces journées de 1830. Il a eu besoin de trouver, avec son langage de peintre, des couleurs qui soient adaptées à ce qu'il ressentait et à toutes les questions qu'il se posait sur cet événement. Ce qui est drôle, c'est que une fois, il y a un groupe d'étudiants qui est venu pour voir le tableau après qu'on ait eu enlevé le vernis. Et c'était des étudiants des Beaux-Arts. Ils sont venus avec leur prof. Et Sébastien Allard, d'une façon extrêmement brillante, a raconté toute l'histoire du tableau. C'était passionnant. Et a insisté sur le fait qu'il y avait très souvent des reprises du drapeau bleu, blanc, rouge répartis sur le tableau. Et ce qui est vrai, du point de vue iconographique, c'est complètement vrai. Et puis après, j'ai pris la parole et à cette assemblée d'étudiants de Beaux-Arts et de ce prof qui enseigne la peinture, j'ai parlé de ces couleurs primaires et j'ai tout de suite senti qu'il y avait une connexion et qu'ils comprenaient. Et j'étais tellement soulagée, je me suis dit, mais oui, ils comprennent parce qu'on a ce langage de la peinture qui se perd malgré tout un peu, parce que maintenant les arts sont beaucoup plus multiples, et que nous enseigne Delacroix, et qui est tellement important à comprendre pour déjà restaurer et puis apprécier l'œuvre. Donc je vous montre juste des tout petits détails là, où on retrouve même dans ces soldats qui sont tout au fond, ils sont tout petits à côté des tours de Notre-Dame. On le voit peut-être mal à l'écran, mais l'espèce de décor qu'il a sur son chapeau. Je ne sais pas comment, c'est pas une rosace, mais elle est jaune. Elle est jaune, la fumée est bleue, et pour symboliser la balle qui sort, il y a du rouge.
Donc c'est vraiment dans des petits détails, il va placer ces 3 couleurs-là. Et il les place aussi sur cette main où on voit cette lumière qui est jaune, on voit la saleté des doigts, les ongles qui sont plutôt bleus. C'est peut-être mal rendu dans l'image, mais on le voit bien. Et ce rouge de la crosse du fusil qu'il a plus marqué en rouge que la partie brune. Donc à chaque fois, c'est extrêmement savant. Là, on voit le pied de la liberté, où il a aussi mis sur le pied une touche d'un bleu pur à côté d'une touche rouge et d'une touche jaune. Donc partout, on retrouve ça, et on retrouve aussi évidemment dans le fond de la liberté. Là, on voit bien, la liberté, elle est vraiment, il y a comme un halo jaune derrière elle. Pourquoi il a fait ça? C'est pas qu'il a vu ça, évidemment. Il a fait ça vraiment pour une question d'équilibre de couleurs et d'effet, justement, de confronter ces couleurs qui donnent un effet... Tu vois, là, aujourd'hui, tu as une chemise rouge, moi, je suis plutôt en vert, on est complémentaires. Donc forcément, il y a une harmonie entre nous. Si j'avais mis quelque chose de jaune, je pense qu'on aurait été plus dans le fight. Voilà. Très bien, merci. C'est extraordinaire. Puis, je vous invite tout simplement dans la vidéo dont je vous ai parlé du musée du Louvre, Bénédicte va plus loin encore dans la description du tableau. Moi, je sais qu'une fois que j'ai entendu, j'ai couru au musée, j'avais juste une seule envie, c'était d'aller le voir et de regarder, en fait. C'est vrai que je l'ai regardé vraiment autrement, et ça a été... Tu parles dans cette vidéo, tu parles de la petite chaussure qu'on ne voit pas bien ici, toute petite chaussure. En fait, il y a plein d'éléments hyper émouvants qui deviennent, et on rentre vraiment dans le tableau, dans la réalité du tableau, grâce à tout ce que tu évoques. J'aimerais... Alors, pareil, c'est un petit pas de côté, mais quand même pour moi il est très très important, parce que ça a été un moment clé dans la première leçon, je crois, quand j'ai prononcé la première leçon, qui était le verbe être. J'avais expliqué que toute ma manière d'intégrer mon regard au monde passe toujours par les métaphores, et que les métaphores ont été pour moi à chaque fois un espace de créativité très très forte. Et une des très 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 belles métaphores qui m'est tombée dessus, je te la dois, lorsque Bénédicte m'avait proposé d'aller visiter l'école du Louvre. Non, le CDRMF. Ah pardon. Voilà. D'aller voir, en tout cas, faire le tour dans cet endroit, au fond, qui est un endroit très technique aussi, parce qu'il y a même un accélérateur de particules dans ce lieu. Enfin, c'est assez impressionnant. Et au cours de cette visite, je me suis retrouvé à un moment passer à travers une salle où il y avait une dame qui était une restauratrice qui travaillait sur un tableau. Elle était très malade ce jour-là, elle avait le Covid, je crois. Elle s'acharnait quand même. Il fallait pas trop l'approcher parce que bon. Et puis il y en avait quelqu'un d'autre qui était voilà. Et d'ailleurs c'est une question, je te l'avais posée. Je me dis tiens, il y a que des restauratrices, il y a peu de restaurateurs. Enfin, l'impression beaucoup d'un travail porté par les femmes. Et une de tes collègues me dit « Ah, mais il va falloir que vous intéressiez aux transpositions. » Et je n'ai pas compris ce que c'était les transpositions, qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et elle m'a expliqué, très vite comme ça, comme une chose évidente, qu'en fait, la transposition, c'était cette technique qui consiste, lorsque le tableau est véritablement abîmé, lorsque le tableau est véritablement en état... il faut vraiment le sauver, qu'il y avait une technique qui était un peu dangereuse, mais qui pouvait fonctionner, qui consistait à faire ceci, d'abord enlever le châssis qui entoure le tableau, de faire en sorte que sur le tableau même, donc sur l'image, il y a du papier qui est, je vais le dire à ma manière, ensuite tu pourras corriger évidemment, qu'il y a du papier qui est encollé sur le tableau, sur l'image,
manière qui est vraiment lissée, pour qu'il n'y ait pas la moindre bulle d'air qui ressorte de cet encollage du papier sur le tableau, sur la peinture, qui a une autre couche ensuite d'un cartonnage ou un entoilage qui est posé. Une fois que tout ça est très très bien fait, on retourne le tableau. Et là, par une technique de trempage, de mouillage, par des éponges, on se met à mouiller, à tremper l'endos du tableau, donc la toile, toute la toile sur laquelle le tableau est peint. Et à force de mouiller la toile, petit à petit, ce qui se passe, la toile commence à se défaire et à se rétracter. Et là, extrêmement délicatement, à la manière d'une décalcomanie, comme lorsqu'on est enfant et qu'on mettait un tatouage papier sur le main, on mouillait. Et ensuite, très lentement, on enlève le papier et tout ce qui reste, c'est le tatou. Un peu la même technique. Très lentement, on enlève la toile et il ne reste que la croûte de la peinture sur laquelle ensuite on vient poser une nouvelle toile pour la fixer sur la croûte de la peinture. Ensuite, on retourne pour de nouveau enlever le cartonnage et le papier. Et à ce moment-là, pouvoir restaurer le tableau qui a été donc transposé, déplacé d'une toile à une autre. Eh bien, moi, ça m'a jeté par terre, parce que je ne pouvais même pas imaginer qu'on puisse faire ça. Et surtout, j'ai failli l'écrire dans la leçon d'aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu trop mélanger, parce qu'au fond, toute cette notion de transposition, on peut la transposer, la métaphoriser, si je puis dire, à bien des choses, sur notre rapport au monde, sur soi-même, sur ce qu'on a envie de transposer de soi vers autre chose et toutes les démarches qu'il faut faire. Enfin, ça, cette technique-là a été pour moi, au-delà du travail de la restauratrice, mais qui vient de la restauration. C'est une technique de restauration qui a été, je pense, inventée au XIXe siècle. Oui, 18e, voilà. Puis qu'il y a des tableaux, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des très 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 grands tableaux. Il y a plein de tableaux au Louvre transposés, qui ont été transposés. J'aimerais bien que tu nous parles, même si tu n'en fais pas ou tu n'en as pas fait. Je ne sais. On n'en fait plus de toute façon, c'est une technique ancienne, mais c'est une technique en effet assez fascinante. C'est pas du tout mon domaine, j'en ai jamais fait, donc je ne veux pas chercher à la décrire, mais le principe, c'est en effet ça, de séparer la couche picturale, qui comprend donc la couche colorée et la préparation de son support, et de remettre sur un support neuf. On le fait plus parce que on respecte de toute façon maintenant l'œuvre dans son entité, et puis parce qu'on a d'autres techniques. Donc de temps en temps, on peut faire des reprises de transposition, mais c'est vraiment une technique qu'on n'utilise plus. Mais c'est vrai que c'est symboliquement, métaphoriquement incroyable, et ça m'a amusée parce que récemment, j'ai été au musée d'art moderne pour voir des Matisse, et l'exposition qui va démarrer sur Matisse, et je me balade et tout, et puis je vais à la librairie et j'achète ce livre de Bonnard, parce que Bonnard, c'est aussi un de mes peintres favoris, et dans ce livre, il y a ces extraits de journaux, mais c'est des phrases qui sont extrêmement difficiles à comprendre, mais j'aime bien les lire parce que je me dis, il y a un mystère dedans qui touche aussi à la technique, à sa manière d'aborder son œuvre, et je les lis, je comprends pas, mais bon, qu'importe, et c'est vraiment, c'était dans son agenda, il écrivait des petites phrases comme ça, et j'ai trouvé le mot transposer, et pour lui, transposer, c'est vraiment créer, en fait. J'ai l'impression, quand il utilise transposer, c'est vraiment voir son motif et le transposer par lui-même, d'arriver à transposer sa vision, et une vision qui est, lui, il s'inspire du motif, mais après, il le fait vraiment passer par son imaginaire, par oui, tout ce qu'il a en lui, et il utilise ce mot transposer. Et j'ai trouvé ça beau, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai vu le Wajdi, je racontais mes histoires, qui sont des histoires pratiques, enfin de technicienne, en un sens et je voyais qu'à chaque fois, un mot qui semblait
tellement lié à une pratique, tout d'un coup, ça a basculé dans son monde et ça devenait incroyable. Et je me disais, c'est vraiment le pouvoir d'un écrivain que de faire ça, et particulièrement de Wajdi. Et voilà. Et je pense que dans la tête enfin, je ne pense pas que Bonnard savait ce que c'était qu'une transposition, puis qu'importe, mais il a utilisé ce mot précisément pour... C'est quoi le livre? Quel est le livre? Il y en a... C'est joli. Un sentiment qui tient le mur. Voilà, de Pierre Bonnard. Merci, très bien. Est-ce que tu peins toi-même? Ça, c'est mon jardin secret. D'accord. Alors, est-ce que... mais c'est vrai que quand j'ai des étudiants en face de moi, je leur dis tout le temps, mais surtout, continuez à peindre et à dessiner, à peindre et à dessiner. C'est un langage absolument fondamental. On ne peut pas aborder une œuvre si un musicien, je ne sais pas, celui qui parle de musique, il fait de la musique, celui qui parle de peinture devrait toujours avoir à toucher à la peinture. C'est une aberration, sinon on ne comprend pas. Et puis, c'est un plaisir dingue. Je leur dis aussi, et ça m'arrive de le faire aussi, quand on restaure une œuvre, finalement, le soir, de juste la croquer de mémoire. On se dit, mais je suis passée à côté de plein de choses. Je ne me souviens même pas de comment elle est exactement. Et je trouve ça super intéressant d'être toujours comme ça avec un crayon ou des... Et après, voilà, peindre pour soi, c'est autre chose. Quand tu disais que tu touchais l'œuvre, concrètement, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais c'est une question d'énergie, c'est une question très technique. C'est quoi quand tu dis pour revenir un peu à cette dame qu'est-ce que c'est pour toi de la toucher? C'est vraiment pour la connaître. Oui. C'est vraiment, et je pense que c'est complètement instinctif. On le fait évidemment sur des surfaces où on peut le toucher. On vérifie d'abord, il y a toujours quand même un côté prudent chez nous. On est obligé d'avoir cette distance quand même. Mais une fois qu'on a apprivoisé un peu l'œuvre et qu'on la connaît et qu'on sait qu'on peut la toucher, on la touche. Est-ce qu'il y a un parallèle avec un travail avec les archivistes? Est-ce que Ça, il faudrait leur demander. Je ne sais pas, peut-être, oui. Et est-ce que... Alors, je sais que ça ouvrirait un champ qui pourrait prendre 12 leçons, mais quand même un tout petit peu. J'aimerais bien que tu nous parles... Une fois, tu m'as dit, quand on s'est vu la première fois, tu me disais que Monet était présent dans ta vie comme sont présents les morts de tes proches qui sont dans ta vie, que tu t'adresses à lui, tu parles à lui, tu lui parles... Sans rentrer dans le rapport intime, mais dans le rapport à l'artiste dont on est en train de travailler, même pas de travailler, on est penché sur une œuvre de cet artiste qui n'est plus là, et on le refait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la relation que tu as avec Monet? Quelle relation tu as avec l'artiste? Il y a mon mari dans la salle, je ne sais pas si je peux en parler. Mais non, je crois que... Non, mais là, hier, par exemple, j'étais à Orsay et je me suis baladée dans les salles. Et parce que c'était lundi, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et que j'avais 5 minutes et puis il fallait que j'aille voir un truc, donc j'en ai profité pour faire un peu l'école buissonnière et j'ai été dans les salles. Et je me suis plantée devant un tableau que j'adore qui sont les dindons de Monet. Ce tableau, je ne sais pas si tu le vois, un tableau carré assez grand. Et Monet adorait peindre en grand. Et, il a fait du petit parce qu'il allait dehors et qu'il fallait bien vivre et qu'il fallait faire des tableaux. Mais je pense qu'au fond de lui, heureusement qu'il a vécu tard et qu'il a pu faire les nymphéas parce qu'il aimait vraiment le geste en grand de peindre. Et là, c'est un grand tableau. Et je me disais, je suis baignée dans la peinture depuis longtemps, mais je me pose toujours les mêmes questions en fait. Et je me dis, mais pourquoi j'aime la peinture? Qu'est-ce que m'apporte la peinture? Pourquoi j'aime ce peintre? Pourquoi et devant les dindons, je me suis dit, c'est incroyable ce peintre, comment il a réussi à faire qu'on sente
physiquement, qu'on ressente l'humidité de l'herbe, le vent dans les arbres, la lumière spécifique d'un moment. C'est incroyable. C'est avec le langage de la peinture qu'il a travaillé et qui lui était propre. Mais ce que j'aime dans Monet, c'est qu'il arrive à te mettre exactement dans son présent, dans le présent de sa peinture. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Et après, pour savoir qu'est-ce que j'ai d'intime avec lui, c'est que je crois que je sens ça peut-être parce que je le connais bien, parce que je l'ai bien étudié. J'ai envie de lui parler à ce moment-là, lui dire « Bah oui, chapeau, t'as bien réussi là, ton affaire ». Et c'est ça, c'est qu'on devient un peu intime comme ça. Et puis surtout, quand je retourne dans le paysage, il me fait comprendre, enfin, c'est des espèces d'aller-retour entre sa peinture et le vrai paysage et la vraie sensation. Et ça, je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire ça. C'est juste ça qu'il a réussi à faire. Mais je trouve ça formidable qu'un artiste n'ait eu qu'une ambition, qu'il ait fait toujours la même chose quasiment, de jouer sur cette idée du temps et du temps présent et d'arriver par cet objet qui est inerte, de nous faire partir par notre propre imagination et notre propre mémoire des sensations, de nous faire prendre conscience de ce temps en train de se dérouler. Et il savait que c'était impossible, il s'est battu toute sa vie avec cette impossibilité, mais il y arrive quand même, et il y arrive, et des tableaux qui ont déjà vécu, qui sont déjà abîmés, qui ont déjà... on arrive encore à avoir ce sentiment-là avec lui. Bon, voilà. Quand tu as parlé que Monet nous amenait dans le présent, c'est un tableau donc parfois que tu as été amené à restaurer. C'est quoi le rapport au futur dans la restauration, dans la transmission et dans le rapport? C'est quoi l'équilibre entre le futur? Voilà, dans 100 ans, ce tableau, plus personne ne sera là, mais ce tableau, on espère, sera toujours là. Par quels yeux sera-t-il regardé? Sous quelle lumière sera-t-il regardé aussi? Mais toi, tu l'as fait aujourd'hui aussi pour que les gens qui sont venus aujourd'hui ici puissent se dire « Ah tiens, après avoir entendu Bénédicte, on va tous aller au musée d'Orsay voir les Monet ou voir les tableaux. » Ça donne envie. Donc, c'est d'y aller aujourd'hui, mais dans cette lumière-là et avec nos yeux d'aujourd'hui. Comment tu réfléchis, si tu le réfléchis, le rapport à notre regard à nous aujourd'hui et au fait que ce tableau va nous survivre? C'est vrai que dans ta conférence sur le Tremblay, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très juste. La restauration, c'est ce moment très précis qui fait la jonction entre le passé et le futur. Et on est là pour transmettre quelque chose au futur, ou du moins de conserver un objet qui pourra, modestement, on essaye de le maintenir dans un bon état de conservation pour qu'il reste le plus longtemps possible, avec tous les aléas il peut y avoir des bombes. Abu Dhabi va peut-être être enseveli sous les eaux, ce qui serait une vengeance pas si absurde, mais enfin les tableaux partiraient avec. Et on se dit, bon voilà, c'est notre rôle de faire ça. Mais après, on fait des choses qui sont réversibles pour que les prochains qui auront en main ce tableau pourront retirer ce qu'on a fait pour refaire quelque chose. On est dans cette prudence-là, encore une fois, dans cette idée que notre vision aujourd'hui, c'est une vision particulière due à tout notre envers. C'est une histoire de goût aussi, du goût dans lequel on est, des regards, oui, qui s'occupent de cette restauration, donc le nôtre, mais aussi tous les gens qui nous environnent pour faire le travail. Mais on sait que c'est réversible et ça peut être modifié et ça peut ne pas correspondre à ce que, aux yeux du futur. Et comme nous, on retire des restaurations anciennes, parfois parce qu'elles ont vieilli et qu'il faut les retirer, mais aussi parce qu'elles sont plus de notre goût. Parfois, elles sont en bon état, mais on les retire quand même. Par exemple, j'ai restauré avec Frédéric Pellas un tableau de Poussin. J'oublie le nom, alors que c'est évident. Mais bon, c'est pas grave. Un tableau de Poussin où il y avait des anges avec des petits cache-sexes qui avaient été posés au XVIIIe siècle. Ils étaient en très bon état, mais on a décidé de les enlever
parce qu'on s'est dit finalement, une fois qu'on a enlevé le vernis, ils se voyaient un peu, et puis il n'y avait aucune raison. Poussin n'a jamais voulu ça. C'était une idée, au XVIIIe, il a appartenu à une comtesse qui était un peu pudique et qui a mis ça. On l'a retiré. C'est vraiment une histoire de goût. Et pourquoi jusqu'à présent on ne l'avait pas retiré? Parce que les autres ne trouvaient pas, soit n'avaient pas compris parce qu'ils n'avaient pas de moyens scientifiques suffisamment précis pour comprendre que c'était des repeints et non de la main de Poussin, mais nous on a pris la décision de les retirer. Je comprends. Est-ce que ça t'arrive de penser à la fin du monde? C'est-à-dire, parce que tu m'as dit un jour que tu travailles sur des reliques, en fait. Tu as eu cette phrase. Tu travailles sur une relique qui, au bout du compte, un jour disparaîtra. Et c'est en ce sens-là que je te pose la question. Est-ce que parfois, malgré toi, tu te dis, voilà, arrivera peut-être dans des milliers d'années, mais il arrivera un jour où tout ça disparaîtra? Ah oui, bien sûr. Mais je disparaîtrai avant, peut-être, j'espère, je ne sais pas. Je pense qu'encore une fois, c'est un métier où on pense beaucoup à la mort, où la mort est tout le temps avec nous. Enfin, on a conscience de ça. Il y a sans doute beaucoup de métiers qui sont comme ça, mais je pense que ça fait partie de notre quotidien, de l'accepter et d'accepter que les œuvres, on s'en occupe, mais elles vont devenir de plus en plus fragiles, de plus en plus, et puis il y aura peut-être un tremblement de terre et tout va disparaître. Mais parce que, on fait en quand fait, même notre travail. même de manière très, très précise, tu vois, par exemple, à la Colline, au Théâtre de la Colline, on ne met en scène, on ne présente des spectacles que d'auteurs vivants depuis 10 ans. Moi, je veux dire, mon travail consiste, je ne rencontre pas les metteurs en scène, je rencontre les auteurs. Donc, ça a fait en sorte que tous les auteurs sont vivants. Alors, quand je suis avec un auteur qui est vivant, je lis sa pièce, on en parle, je discute d'écriture, il repart, il revient, etc. Puis bon, c'est très concret. Si je devais, par exemple, dans un autre théâtre où il est question de monter, mettons, que les auteurs classiques, etc., ça voudrait dire que je travaillerais qu'avec des metteurs en scène, puisque les auteurs sont morts. Et donc, on serait toujours en train de parler d'un texte qui est toujours vivant, mais celui qui l'a écrit n'est plus là. Donc, c'est un peu ton cas, c'est-à-dire la plupart, enfin j'imagine que 99% du temps, le peintre est mort. Donc tu es toujours penché sur une... Il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que quand je regarde un tableau, quand je vais au musée, je me mets toujours à hauteur de pinceau. Parce que je me dis toujours, c'est-à-dire j'imagine que j'ai un pinceau dans la main et je me mets à peu près à la hauteur de pinceau, comme ça. Et je me dis, tiens, j'ai la distance qui me sépare du tableau et la même distance qui séparait le peintre au moment où il le peignait, plus ou moins, même si parfois il devait s'approcher, mais à peu près. Et j'ai l'impression que le tableau devient cette fine paroi qui me sépare au fond du peintre, qui est juste là. Il est juste de l'autre côté de son tableau. Quand j'ai été au musée de l'Ermitage, je me suis tenu entre ces deux Rembrandt. Rembrandt était vraiment à côté de moi et la présence de la mort était immense. La mort de Rembrandt était immense, mais sa vie aussi était tout aussi immense puisque il était vibrant à travers ses œuvres. Donc je me dis que nécessairement être avec Monet continuellement ou avec Delacroix ou avec Watteau, là tu vas faire un autre Delacroix. Hein, je comprends très bien ce que tu dis quand tu dis que la mort est toujours présente parce que le peintre est mort. C'est vrai. Mais oui. Il est mort, mais on est toujours dans l'idée qu'il a peint l'œuvre vivante. Oui, c'est ça. Et qu'on doit respecter vraiment son travail. Donc, il est mort, mais par l'objet qu'il a laissé, il est vivant. Enfin, c'est son prolongement. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que le mot consolation t'évoque, toi? Beaucoup de tendresse. Par rapport à mon métier, je ne sais pas. Ce serait plutôt mon... Est-ce que ça rend plus... Est-ce que ce métier peut permettre d'être plus attentif aux autres? Je ne sais pas. J'aimerais, mais je ne sais pas.
la consolation, c'est prendre soin, enfin, être à côté, tout simplement être à côté, et puis compatir, je ne sais pas. Mais je pense que c'est plus des... je ne l'associe pas trop à mon travail. D'accord. C'est un mot trop fort pour moi, pour que ça soit... Je prends soin, comme dit Sabine Kessler, elle s'inquiète de l'œuvre. Consoler, c'est peut-être un peu... un peu peut-être trop fort, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi, à vrai dire. Très bien. Bon. Écoute, merci infiniment, Béatrice, pour... Oui, j'ai dit Bénédicte, j'ai fait Béatrice. Pardon, merci beaucoup. Et... je vous invite vraiment à soit aller au musée, voir les tableaux, soit à vous pencher un peu sur ce travail de restaurateur. Il y a beaucoup de livres qui existent et c'est assez bouleversant. La semaine prochaine, on va se retrouver autour du verbe « aimer ». Et pour le séminaire, on va accueillir Florence Aubenas et Jean-Louis Delebourg pour parler des gens et des petites vies que sont les insectes. Voilà. Bonne semaine. Merci beaucoup.